Vous regardez New York Info, merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. Il y a 2 ans, le 16 septembre 2023, le Mali, le Burkina Faso et le Niger créaient l'Alliance des États du Sahel, AES. Les chefs d'État des 3 pays, le général Assimi Goïta pour le Mali, le capitaine Ibrahim Traoré pour le Burkina Faso et le général d'armée Abdrahmane Tiani pour le Niger ont signé la charte du Liptako Gouma, acte fondateur de cette nouvelle alliance sahélienne. 24 mois plus tard, quelles avancées peut-on observer dans les domaines sécuritaires, économiques, sociaux, voire politique, dans un contexte surtout marqué par une dynamique de refondation nationale, des questions que nous allons aborder avec notre invité, Lucas Beki. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. C'est un plaisir. Il y a longtemps que je t'ai plus venu en invité, donc c'est tout un plaisir et je me sens plutôt privilégié. Un plaisir partagé. 2 ans après la création de l'Alliance des États du Sahel AES, quel regard portez-vous sur le chemin parcouru par cette coalition? Alors, merci pour cette question. Tu m'autoriseras à prendre l'image d'un entrepreneur pour illustrer un peu la réalité que vivent les pays, en tout cas les leaders de l'AES. Vous savez, la première caractéristique d'un entrepreneur, c'est la prise de risque. C'est-à-dire, à partir de l'existant, l'entrepreneur dit, mais écoutez, je vais créer une structure et je me lance des défis qui me permettront de quitter cette réalité-là et d'aboutir à un niveau donné. Et donc, lorsque vous êtes un entrepreneur engagé, avec toute la vitalité nécessaire, vous finissez par grimper les échelons et vous devenez une référence dans votre société. Rapportez dans le contexte des pays de l'AES, vous allez constater qu'à partir d'une situation totalement dégradée, déstructurée, disloquée, aussi bien sur le plan politique que social, etc., dans les 3 pays, les 3 officiers, là, chacun en ce qui le concerne, a décidé de se lancer un défi. Mais c'était tout à fait hasardeux au départ. Les gens vont se dire, écoutez, ces gens-là, quels sont les moyens dont ils disposent pour pouvoir couper avec l'establishment, avec le conformisme. Les gens pensaient que c'était plutôt des amuseurs de galeries, des gens qui ne pourraient pas faire grand-chose. Alors, défi lancé, ils ont commencé leur chemin. Jusqu'à cette étape du 16 septembre où ils ont donc signé, comme vous l'avez dit, l'accord du Liptako Gouma qui crée justement l'alliance des pays du Sahel. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, vous avez pu constater que d'abord, cet accord-là avait un esprit. D'abord, mutualiser les forces et les énergies dans un contexte de fronde et d'attaque. Vous vous rappelez donc que c'est à la suite du coup d'État du 26 juillet au Niger, et vu le tollé que cela a créé, au moment où la CEDEAO monte sur ses ergots pour agresser militairement un pays souverain comme le Niger, que les 3 pays ont décidé de se mettre ensemble, au point où ils ont dit clairement dans leur communiqué que agresser le Niger reviendrait à dire qu'on a posé un acte de guerre, aussi bien contre le Mali que contre le Burkina Faso. Et donc, puisqu'ils ont de la vision, ils ont de l'énergie, et ils ont compris que le salut de leur peuple dépendra véritablement du travail qu'ils auront à abattre au sommet de leur État, vous avez pu constater que donc en 24 mois, d'abord sur le plan sécuritaire, parce que là c'était la priorité, vous avez pu constater qu'ils ont mutualisé leurs efforts, ils ont mis en place une force mixte de 5000 hommes, ils ont acheté des équipements, ils ont restructuré leur armée au point où, aujourd'hui, il y a une certaine efficacité dans l'action, en tout cas de lutte contre les terroristes, dans la sécurisation des 3 pays, etc., etc. Et donc, sur ce plan précis, c'était un défi tout à fait majeur et personne n'était prêt à parier sur la réussite de ces pays-là, surtout que les partenaires traditionnels ont pratiquement coupé leur coopération, ils n'étaient plus là, on se disait, mais comment ils vont s'y prendre pour y arriver? Aujourd'hui, on ne parle plus de sanctuaires des terroristes, on parle des incursions désespérées de ces terroristes-là parce qu'ils sont désemparés, ils sont démobilisés et donc ils font juste des incursions de temps à autre pour perturber et percuter justement cet élan naturel qui est donc engagé. Sur le plan justement de la diplomatie, parce qu'ils ont, si vous voulez, résumé leur vision en 3D. Défense et sécurité, diplomatie,
développement. Sur le plan de la diplomatie, vous avez pu constater qu'aujourd'hui, personne ne parle de l'AES avec condescendance, avec arrogance, avec mépris. Or, au départ, vous vous rappelez très bien, tout ce qui se disait, les joutes oratoires, les attaques par ici, en tout cas, c'était vraiment inconcevable. Le narratif a beaucoup évolué. Absolument. Donc, ils ont construit un nouveau narratif. Et je crois que c'est un défi absolument majeur, parce qu'en réalité, la première épreuve à laquelle fait face un vrai dirigeant, c'est de réussir à cristalliser dans l'esprit de son peuple sa vision et les priorités auxquelles il s'attache. Aujourd'hui, aussi bien les pays, le peuple de l'AES que ceux de la CEDEAO, mais de l'Afrique en général, s'en tiennent à ce que l'AES est devenue une structure géopolitique incontournable avec laquelle il faut composer, bien sûr, dans le concert des nations. J'en veux pour preuve le sondage récent qui a été fait justement par Jeune Afrique, le magazine Jeune Afrique. Vous imaginez bien que Jeune Afrique n'est pas un magazine qui est proche de l'AES. Alors, si un tel magazine fait un sondage dans notre sous-région et on montre que c'est un plébiscite total en ce qui concerne cette initiative de l'AES, vous comprenez bien sûr les pas de géant qui ont été faits sur le plan de la diplomatie, sur le plan du narratif, sur le plan justement de l'explication et de la prise en charge même des nouvelles valeurs que ces trois pays-là sont en train justement de porter. Dernier volet, sur le plan du développement, bien sûr, vous savez qu'il y a beaucoup de dynamique, en tout cas dans ces économies-là. La mise en place de la Banque confédérale d'investissement et de développement, avec un fonds de base qui est de 500 milliards de francs CFA, fait rêver plus d'un. Voilà des États à qui on a coupé tout. Les subventions, les appuis budgétaires, etc. Les ONG sont partis. Mais ce sont eux qui montrent aujourd'hui qu'ils ont cette possibilité, ne serait-ce qu'en optimisant la gestion des ressources internes, de lever jusqu'à 500 milliards pour créer une banque d'investissement afin de meubler justement le financement des projets structurants, de sorte qu'ils puissent articuler, voyez-vous, l'économie de leur pays. Et donc, de façon très résumée, on va dire que, vu la nouvelle dynamique qui est amorcée là, et en 2 ans, c'est pratiquement un miracle, au regard du fait que plus de 60 années d'indépendance après, beaucoup de nos dirigeants végètent encore dans l'immobilisme, dans l'incapacité à assumer l'identité de leur pays et de leur peuple, etc. Et donc, ça veut dire que nous avons eu raison, dès le départ, d'accompagner justement cette nouvelle initiative qui était au départ comme un rêve, mais qui se matérialise et se concrétise justement. Et vous le rappeliez, si bien la charte du Liptako Gourma, composée donc un document de 17 articles qui a été donc au départ présenté comme un acte de souveraineté et de solidarité. Vous avez soulevé des points d'avancement, mais sur le plan sécuritaire, cela demeure la priorité dans chacun des 3 pays. Observe-t-on aujourd'hui une amélioration tangible dans la lutte contre les groupes armés dans l'espace AES? Rappelez-vous, au départ, lorsque Assimi Goïta au Mali était venu en tant que pionnier de cette nouvelle dynamique, le contexte social dans lequel ce pays-là se trouvait. Pratiquement 60 à 70% du territoire était occupé par les terroristes avec des sanctuaires inconcevables. Vous vous rappelez le cas de Moura, par exemple, où pendant 2 ans, malgré l'existence des forces étrangères, notamment de Barkhane, tout ce qu'il y avait comme les forces MINUSMA et tout ça, personne n'avait accès à un sanctuaire comme à une localité comme Moura. Et donc, il a fallu précisément que un dirigeant comme Assimi Goïta dise, bon, ben écoutez, vous nous avez aidés pendant plus de 10 ans, c'est vrai, nous ne voyons pas vraiment les améliorations, mais nous vous restons reconnaissants, sauf que nous souhaitons prendre en charge notre destin. Vous voyez, à partir de ce moment-là, dès l'instant où ils ont compris qu'il faut alors changer de méthode et de paradigme, de gouvernance et de lutte contre justement les fléaux qui créent l'instabilité et l'insécurité, vous avez vu les résultats auxquels ils sont parvenus. D'abord, ils ont réussi à acheter les équipements militaires, tout ce qu'il faut, munitions, etc., les engins roulants, les avions, etc. Et donc, cela a permis justement de mettre un rouleau compresseur contre justement ces terroristes-là. Et donc, cette réalité a fait que tous les terroristes, systématiquement, ont été démobilisés au point où Kidal, qui était une ville mythique, est détenue par plusieurs forces connexes
a été démonté, et donc le Mali a réussi le pari de conquérir justement son territoire, même si, comme je l'ai dit, on constate encore des incursions. Il en est de même du Burkina Faso. Vous voyez que plus ces gens-là mènent des actions rigoureuses pour traquer les terroristes, mieux les impérialistes qui sont donc les financiers, les conspirateurs, en tout cas ceux-là qui jouent le rôle catalytique incontournable multiplient encore d'initiatives pour perturber justement cette dynamique-là. Mais en tout état de cause, on est à l'aise à dire aujourd'hui que ces États ont fait des pas de géant en ce qui concerne la sécurisation de leur territoire, la reconquête justement de l'intégrité de leur territoire et la sécurisation des peuples. Je pense que l'élimination de quelques leaders de groupes terroristes dans chacun des 3 pays. Je ne vous le fais même pas dire. Pendant plus de 10 ans, pendant qu'il y avait toutes ces forces, plus de 15 000 forces extérieures au Mali, ils n'ont pas réussi à descendre un seul chef terroriste. Mais voyez-vous, avec l'énergie interne toute seule, plusieurs chefs terroristes ont été donc démontés. Plusieurs sanctuaires, en tout cas l'essentiel des sanctuaires, ont été démontés. Et donc c'est pour vous dire qu'en fait, il y a cette possibilité, à partir de nos forces internes, il suffit là de l'organisation. Et c'est là où j'observe que, en réalité, le problème de l'Afrique est une question de leadership. Lorsque vous avez un dirigeant qui a de l'inspiration, qui a de la vision, qui a de la volonté, qui a de l'engagement, qui se consacre à la cause liée à l'intérêt supérieur de la nation, vous allez forcément avoir des résultats. Pourquoi? Parce qu'il réussit le pari de mobiliser des consciences, de faire en sorte qu'il y ait une conscience nationale autour des défis qui se présentent à un pays. Voyez? Et donc c'est le premier pari que ces dirigeants ont réussi et qui explique que aujourd'hui aussi bien les peuples que les militaires, etc., sont résolument engagés pour débouter justement les terroristes et leurs commanditaires qui ne cessent de semer les troubles dans ces territoires. Mais malgré ces succès, Luc Abaki, le groupe, le JNIM, malgré tout, ou peut-être aussi, il faut le rappeler, le Bamako s'apprête à accueillir le tout premier salon de la défense dans les prochains jours. Et malgré les avancées, les résultats obtenus sur le terrain par les forces armées nationales, au Mali par exemple, le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, se montre encore debout et actif sur l'axe, notamment ralliant Bamako ou sinon le Mali au Sénégal. Est-ce qu'il faut parler d'un acharnement? Si oui, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Mais ce n'est même pas maintenant qu'on parle d'acharnement. Dès le départ, quand vous revisitez les origines même de ce phénomène terroriste, vous savez que c'est d'abord une conspiration, c'est en même temps un acharnement. Et puis vous savez que pendant très longtemps, un pays comme le Mali a compilé un certain nombre d'éléments de preuves montrant que des puissances occidentales sont en intelligence, si vous voulez, avec les terroristes, justement pour déstabiliser ces pays-là. Mais ça se comprend aisément parce qu'en réalité, qui parle de déstabilisation parle en même temps du justificatif qui explique que ces puissances occidentales sont sur nos territoires. Parce que si nous sommes structurés, si nous sommes organisés et nous construisons des nations solides et prospères, capables donc d'avoir la même main sur nos propres ressources et de les utiliser comme nous le voulons, bien sûr que ce sera la débandade auprès de l'Occident. Il faut avoir la preuve tout de suite. Lorsque le Niger a nationalisé son uranium, lorsque d'autres pays comme le Mali, le Burkina Faso ont décidé de gérer eux-mêmes leurs ressources, les pillages donc ont été drastiquement réduits. Vous voyez, regardez, suivez bien mon regard, vous voyez ce que vit déjà l'économie de la puissance occidentale, qui est donc l'impérialisme patenté et incontournable dans nos pays de l'espace francophone. Vous voyez tous les désordres qu'il y a là-bas. C'est pour dire qu'en fait, les puissances occidentales ont toutes les raisons. Parce que par nature et par essence, elles sont concurrentes et elles sont convaincues que c'est avec nos matières premières, avec nos ressources minières qu'elles peuvent construire leur économie, puisque c'est ça qui explique d'abord la traite négrière et ensuite la colonisation et aujourd'hui le néocolonialisme. Elles sont convaincues que c'est en Afrique qu'elles peuvent puiser toute l'énergie vitale qui doit alimenter leur économie. Et donc, plus nous, on se montre organisés, structurés, on exhume les valeurs qui permettent d'exalter, si vous voulez, la solidarité, la mutualisation des énergies, etc.
mais moins ces économies-là, en tout cas ces puissances-là, vont rester ce qu'elles sont aujourd'hui. Vous voyez? Donc c'est pour dire, en tout état de cause, que les pays de l'AES sont un modèle suffisamment inspirant. Inspirant du fait que tout ce qu'elles défendent ou tout ce qu'elles a comme aspiration et vision est fondamentalement lié à la nature humaine, c'est-à-dire elle est inhérente à la nature humaine, parce que dans notre essence en tant qu'espèce humaine, nous aspirons à la liberté, nous aspirons à réfléchir par nous et à agir par nous, ce qui nous a été enlevé depuis des décennies, sinon même des siècles, et qui explique que le doute régnant en nous, nous ne croyons plus à nos capacités à nous assumer et à jouer un rôle prépondérant dans le concert des nations. Et pour terminer sur le point sécuritaire, le GNIM l'a déclaré, vouloir bloquer des axes routiers. Des analystes politiques, voire économiques, craignent, on va dire, une stratégie pour asphyxier l'économie, notamment du Mali. Est-ce que le pays peut ici compter encore une fois sur la coopération militaire régnante entre les trois pays? Et est-ce que justement cette intégration militaire est toujours efficace sur le terrain? Depuis que les trois pays se sont unis et ont décidé de mutualiser leurs forces, ils n'ont jamais failli sur ce plan de la solidarité. Et donc, je pense que cette histoire de terroristes qui font des incursions aujourd'hui, ce sont des actes désespérés. Je ne vois pas comment ces gens de terroristes-là pourront encore avoir pion sur rue au point de déstabiliser un seul de ces pays-là. Puisque justement, ils se sont organisés avec la complicité des citoyens eux-mêmes. Le travail sera là, c'est vrai. Qu'il est devenu plus rude. Pourquoi? Parce qu'il y a un voisinage conspirateur, envieux, haineux. J'en veux pour preuve. Lorsque le voisin du Mali comme l'Algérie, qui a décidé délibérément d'abattre un drone de guerre et de combat. Et donc, comme ça, de façon délibérée et lâche, c'est un acte cruel de méchanceté, une agression qui prouve que la montée en puissance de ces forces-là inquiète justement les voisinages. Et donc, il faut toujours que ces voisins-là conspirent pour que les terroristes puissent toujours prospérer. Vous voyez? Mais ce sont des actes désespérés, comme je l'ai dit, parce que la dynamique amorcée là et le niveau auquel ces forces militaires sont déjà arrivées au sein de l'AES nous confortent dans notre sentiment qu'ils vont réussir à débouter tout ce monde-là, même si le résultat escompté n'est pas encore atteint. Le fait qu'ils aient fait des poids de géants, le fait que la dynamique est là, le fait que l'engagement et la volonté, aussi bien politique et sociale et économique, sont là. Donc on est tranquille que sous peu, ils vont réussir le pari d'en finir avec ce phénomène. Sur le plan économique, est-ce que des projets communs ont vu le jour durant ces 2 dernières années? Là également, y a-t-il une vision partagée de développement? C'est-à-dire que la vision elle-même c'est une réalité patente. Pourquoi? Parce que c'est la vision qui explique que ces États ont mis en place une banque d'investissement et de développement. La banque d'investissement et de développement est chargée de financer des projets structurants, c'est-à-dire des projets ambitieux qui permettent de lancer le processus de développement de ces pays-là. Et donc, c'est l'expression d'une vision manifeste, parce que justement, ces dirigeants ont bien compris qu'ils ne peuvent pas avoir l'énergie, la vitalité, la force nécessaire pour contrer les terroristes et tous les défis sécuritaires s'ils n'ont pas les ressources par eux-mêmes. Surtout que tous les robinets leur ont été coupés au plan international. Ils ont bien compris qu'il faut capitaliser et optimiser les ressources dont ils disposent à l'interne. Et donc, sur le plan de l'économie, justement, vous voyez toute la dynamique qu'il y a par exemple au Burkina Faso, les initiatives Faso-Mebo, où on investit plus de 200 milliards pour des infrastructures, etc. C'est le même cas au Mali, tout comme au Niger, où tous ces dirigeants-là, dès l'instant où ils ont donc la possibilité de gérer par eux leurs ressources, ils font ensuite en sorte à les investir dans les priorités. C'est vrai que les résultats ne sont pas encore tangibles parce que justement le trou était abyssal. Vous voyez? Mais on constate que les fondamentaux sont déjà posés. Et à partir de cet instant-là, dès l'instant où il y a donc l'engagement du peuple lui-même pour accompagner justement les initiatives que prennent les dirigeants, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un déclic réel dans les années qui
qui suivent, parce que justement c'est la voie incontournable par laquelle toutes les puissances du monde ont réussi à se développer. Et donc c'est une question de bon sens. Il faut comprendre qu'il faut prendre les problèmes à leurs racines et trouver le moyen de se sacrifier véritablement pour les causes communes. Les 3 chefs d'État ne sont pas des aventuriers. Je voulais justement faire un petit résumé sur quand même leur comportement qui tranche avec les habitudes des autres dirigeants qu'on a toujours vus et qui expliquent leur échec d'aujourd'hui. Depuis que quelqu'un comme Assimi Goïta est arrivé au pouvoir, il n'a voyagé que 2 fois sur la Russie, 1 fois sur le Niger, 1 fois au Burkina Faso. Quand vous prenez quelqu'un comme Tiani, il n'a été que au Mali, au Burkina Faso et 1 fois au Togo. Terminé. Depuis 2 ans. Vous prenez Ibrahim Traoré, il a été en Russie 2 fois. L'avion présidentiel, russe a été envoyé avec escorte pour venir prendre aussi bien Traoré dans un premier temps que récemment Assimi Goïta. Et puis après ça, il s'est rendu où? Dans les 2 pays, plus le Ghana où il a été accueilli à Hérault. Le reste du temps. Donc je peux vous dire que lorsque vous consacrez à une cause commune, vous n'êtes pas un aventurier, vous n'allez pas être un touriste. Vous devez pouvoir télécharger toute votre personnalité sur le front qui permet justement d'épargner votre peuple là. Donc c'est pour dire qu'ils ne peuvent que réussir. Pourquoi? Parce que c'est des gens de terrain qui ont décidé de sacrifier leur vie pour la cause de leur pays. Leurs œuvres parleront aujourd'hui comme pour le reste de leur vie, ou même après leur vie, plutôt que ce soit vous-même qui développez un égo enfantin. Et au milieu de tout ceci se trouvent donc des populations, les populations donc des 3 pays. Quel impact réel l'Alliance a-t-elle eu donc sur les populations? Est-ce que le sentiment d'unité et de solidarité régionale est aujourd'hui en perspective dans les sociétés civiles dans les 3 pays? Non, mais écoutez, je prends par exemple le cas donc de ce sondage qui a été fait. Voilà des pays qui normalement ont toujours été traités de pauvres, endettés, machin, en tout cas les plus pauvres, si vous voulez, de la sous-région, qui ont décidé de prendre une initiative. Et puis au bout de 2-3 ans, vous constatez que tout le monde parle justement de cette initiative-là, au point où c'est les pays les plus respectés aujourd'hui. Les chefs d'État des 3 pays, si vous constatez très bien, sont les dirigeants les plus respectés. Ce sont les stars de notre Afrique aujourd'hui. Donc, à partir de ce moment-là, cette histoire, ces éléments liés à la solidarité, etc., deviennent naturels. Parce qu'en fait, si en 2-3 ans, ils ont déjà atteint ce niveau-là, ça veut dire que le reste du temps ne sera qu'un travail de sadique. Il n'aura que des ralliements. Pourquoi? Parce qu'ils ont montré qu'il est possible de réussir là où tout le monde, en tout cas, les autres dirigeants ont échoué depuis 60 ans. Donc, là, cette histoire liée à l'épanouissement de ces peuples, à la mutualisation des énergies, ces concepts-là qui étaient plutôt théoriques, alors que ce sont ces concepts qui avaient fondé, si vous voulez, la création d'une structure comme la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en 1975 et qui est restée malheureusement théorique jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ces pays de l'AES assument véritablement ces valeurs-là. Et je pense qu'il n'est plus question pour... Vous voyez, il n'y a même plus de visa, il n'y a pas... C'est-à-dire que tout se libère autour d'eux, au point où la circulation des personnes et des biens est une réalité dans cet espace qui est devenu vraiment une référence pour notre sous-région. Après la création donc, de la Confédération, on apprend donc les 3 pays s'apprêtent à se retirer d'une nouvelle organisation internationale. Je pense donc notamment à la Cour pénale internationale, mais au moment où des organismes internationaux également dans leur rapport pointent du doigt des questions fondamentales, notamment la question des droits de l'homme, la liberté d'expression. Que faut-il comprendre? Mais sur le plan diplomatique, je n'avais pas évoqué ces éléments liés au retrait d'abord de la CEDEAO, ensuite de la francophonie, oui. et lorsque, vous voyez, l'Algérie, voilà, du G5 Sahel, lorsque l'Algérie a attaqué le drone malien, les 3 pays ont retiré leur ambassadeur de l'Algérie, etc. Donc ce sont des actes de solidarité. Et c'est ce qui fait que ces pays-là inspirent respect. Aujourd'hui, le 15 septembre, les ministres de la Justice se sont retrouvés à Niamey pour envisager la possibilité ou bien la perspective de création d'une cour internationale du Sahel. Ça
Et attendez-vous à ce que demain, ces 3 pays-là sortent justement de la Cour pénale internationale. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous êtes dans le concret... Une vision qui motive alors ce retrait? Mais bien sûr, c'est-à-dire que toutes les organisations internationales, toutes ces structures-là n'étaient que, si vous voulez, des paravents qui n'étaient pas dans la sincérité et qui ne travaillaient pas dans l'intérêt des peuples d'Afrique. Et donc, quand vous êtes pragmatique et vous savez très bien où vous voulez aller, vous n'allez pas vous conspirer ou vous coltiner avec des structures qui ne vous servent absolument à rien. Prenez le cas du G5 Sahel dont vous avez parlé. Pourquoi le Mali était-il sorti là? C'est que depuis 2014, où cette structure avait été mise en place, avec des objectifs clairs, qui est donc de lutter contre l'insécurité, l'instabilité, et puis même mutualiser les énergies pour pouvoir se développer, il se trouve que la structure en question avait un problème d'abord de financement et ensuite de management, et puis après, comble de malheur, on refuse au Mali de la direction justement de cette structure-là. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas être complaisant dans des structures pareilles, juste parce que, bon, mais on veut avoir un nom et tout ça. Ils essayent de mettre en place des structures qu'ils managent par eux-mêmes, dont ils portent l'âme et l'aura, de sorte que rien ne puisse leur échapper et que les résultats soient véritablement assumés justement par ces États-là. Donc, ça veut dire que aussi bien la CPI que les autres structures, etc., qui sont complaisantes et qui ne servent absolument à rien, qui sont d'ailleurs même des structures réfractaires à l'épanouissement des peuples d'Afrique, on ne peut pas continuer à se continuer avec ces structures. Au même moment, on accuse ces pays d'occasionner des cassures quand ils quittent des organisations. Mais on s'en fout. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ce qui compte pour ces États, et ce qui devait être le cas aussi pour nos dirigeants, etc., c'est l'épanouissement de leur peuple. Quels sont les créneaux par lesquels ils vont trouver les moyens de développer leur peuple, de développer leur pays et d'épanouir leur peuple? Voilà la question essentielle que tout dirigeant devait se poser. Et donc, à partir de cet instant-là, ils consacrent toute leur énergie à trouver des solutions pratiques et pragmatiques, avec des résultats mesurables. Vous voyez? Et donc, ce qui est tout le contraire de dirigeants que vous connaissez dans la sous-région, où jusqu'à présent on est en train de voltiger et de naviguer à vue, tout simplement. Vous voyez? Et donc, que cela disloque des structures à l'international ou pas, on s'en fout royalement. Ce qui compte pour les dirigeants de l'AES, c'est de pouvoir faire du chemin et d'inspirer leur peuple et de les épanouir et de faire en sorte qu'ils deviennent vraiment des modèles, en tout cas pour la fin de l'Afrique de son ensemble. Cette émission, mais le Mali préside donc l'AES jusqu'en décembre 2025 et 2 ans après sa création, l'Alliance des États du Sahel. Donc, vous le disiez, tantôt fascine au-delà de ces frontières. Un sondage donc exclusif réalisé par Jeune Afrique qui révèle que malgré les critiques officielles et les mises en garde occidentales, les opinions publiques ouest-africaines plébiscitent donc ce bloc sahélien. L'AES donc s'impose finalement comme un laboratoire d'une nouvelle ère géopolitique africaine. À ce stade, faut-il maintenir le cap ou chercher à faire plus? Oui, c'est important. Je pense que vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais notre vocation, je pense, est de tendre vers la perfection. On doit pouvoir saluer cette initiative, en tout cas les efforts qui ont été consentis par ces chefs d'État pour atteindre des résultats aussi flamboyants et marquants. Mais au même moment, le cap doit être maintenu. Je pense qu'à cette étape-là, il va falloir, puisque justement les conspirateurs ne démordent pas, puisque les ennemis continuent donc de se mobiliser pour pouvoir atteindre ce pari justement, de les amener à douter de l'efficacité, en tout cas de leur capacité à couper tous les cordons qui nous engluent dans la léthargie actuelle, il va falloir qu'ils redoublent de vigilance. Il me semble que c'est l'occasion ou jamais pour ces dirigeants-là de travailler à nouveau sur le narratif à servir au peuple. Parce que là où ils ont reçu, je l'ai dit, c'est d'abord la mobilisation des consciences. Sur ce plan, il va falloir retravailler le principe de la communication. La communication, c'est-à-dire qu'il leur faut des créneaux les plus porteurs possibles. Optimiser les créneaux existants, les réseaux sociaux, etc. Faire en sorte qu'ils puissent trier, si vous voulez, des leaders d'opinion qui sont véritablement engagés en tout cas pour cette cause-là, et qui travaillent à mobiliser constamment les consciences. Parce que justement, lorsqu'il y a des incursions de temps à autre, par exemple au Mali, cela crée le doute dans l'esprit des citoyens. Or, l'arme principale du dirigeant qui veut réussir, c'est son peuple.
Et donc, ça veut dire qu'il y a un travail de base très important à mener là-bas. Je pense que le deuxième sommet de la conférence des pays, des chefs d'État de l'AES aura lieu en décembre. Il va falloir trancher avec toute la routine et la monotonie qu'on voit dans les sommets inutiles auxquels la CEDEAO et d'autres pays, les pays de l'Afrique, nous ont habitués. Faire en sorte que chaque occasion de rencontre soit un déclic où on remobilise les consciences avec des idées nouvelles, avec des perspectives nouvelles, avec des actions nouvelles et en même temps limiter, si vous voulez, les dissensions internes. C'est vrai, ce n'est pas facile de mouler les gens dans une même vision. Les gens sont là dans les calculs partisans, dans les calculs politiques, etc. Mais le dirigeant est quelqu'un qui se sacrifie toujours pour son peuple. Il ne faudrait pas qu'il démorde face à tout cela, parce que justement le défi ne concerne pas que les pays de l'AES, mais c'est l'ensemble des pays de l'Afrique. Pour vous, l'AES, un pari gagnant? Pardon? Un pari gagnant, là, bien sûr. Mais il est plus que gagnant. Vous voyez avec quelle énergie et quelle fierté j'en parle. Parce que je l'ai dit, tous les actes que les pays de là, en tout cas la vision qui est portée par ces chefs d'État-là, est une vision qui est inhérente à la nature humaine. L'épanouissement, la liberté, l'indépendance, la possibilité de réfléchir et de parler par soi. Voilà ce qui caractérise en fait l'espèce humaine. Et si on a été étouffé pendant autant de temps, c'est comme si nous étions là pour vivre par procuration. Aujourd'hui, à travers leurs actions, nous constatons qu'on a cette possibilité de rêver. Cet espoir qui a été créé dans l'esprit des citoyens d'Afrique dans leur ensemble est une clé essentielle. Maintenant, il faudrait que tous les peuples de cette sous-région s'harmonisent, en tout cas se mobilisent autour de la cause de l'AES. Lucas Baki, merci d'être passé sur notre plateau. C'est un plaisir. Merci à vous également de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro de l'invité sur Neo Info.